Récemment, je me demandais, est-ce que tous les milliards investis passivement via des ETF, c'est pas en train de créer une méga bulle boursière qui risque d'éclater un jour et d'emporter une partie de mes investissements? C'est un risque dont on entend de plus en plus parler, et l'argument central de Michael Burry ou d'autres investisseurs, c'est que l'investissement passif, ça fausserait le processus de fixation des prix. Parce que les investisseurs, ils s'achètent complètement aveuglément un panier d'actions sans analyser les entreprises et donc sans aucune considération pour la rentabilité ou la qualité de ces boîtes. Et ça ferait gonfler les prix bien au-delà de la valeur de ces boîtes, ce qui nous exposerait à une grosse correction qui pourrait être très douloureuse. Salut camarades, c'est Jemal Elomonay et je te propose qu'on creuse ensemble ce sujet que je trouve très important vu l'ampleur de l'accélération de l'investissement passif ces dernières années, avec l'accès à l'éducation financière, plein de bonnes chaînes YouTube qui en parlent, et plein de data aussi qui montrent que c'est une très bonne façon d'investir son argent historiquement. Mais mine de rien, on investit son argent de manière moutonnière, en suivant le marché, et d'ailleurs on a des économistes qui disent, et je cite, qu'on est dans le marché boursier le plus débile de l'histoire. Je prends pas du tout ça à la légère. John Bogle, qui est le créateur des fonds indiciels, donc des ETF, avait lui-même prévenu que si tout le monde investissait en fonds indiciels, ce serait le chaos. Alors quels sont les risques et les critiques déjà? Et ensuite on analysera ça ensemble. Les cours de bourse, ils se fixent en fonction de l'offre et de la demande, avec normalement chaque acheteur et chaque vendeur qui ont leur propre analyse sur ce que vaut vraiment l'action. Ce qui fait que le prix de l'action, à tout moment de la journée, il est normalement égal au consensus des différents acheteurs et des vendeurs. Si on trouve que c'est pas cher, on achète, et si on trouve que c'est trop cher, on vend, ce qui permet de trouver le prix d'équilibre. Mais avec la gestion passive, les gens, ils achètent sans avis sur la valeur des actions, ce qui fausserait ce processus de fixation des prix. Et ça crée donc le risque qu'on ait des actions qui valent beaucoup moins que le prix qui est affiché. Le deuxième souci, c'est que les ETF, ils investissent mécaniquement chaque euro qu'ils reçoivent dans les entreprises de l'indice, en fonction du poids de l'entreprise dans cet indice. Ce qui entraîne une concentration extrême des capitaux vers les plus grandes entreprises. Simplement parce qu'elles sont déjà grandes, ce qui augmente artificiellement leur cours de bourse. Et donc l'inclusion d'une entreprise dans un indice, par exemple le S&P 500, ça pourrait fausser son prix. Parce que mécaniquement, les gens, ils vont beaucoup plus acheter cette action si elle fait partie du S&P 500 que si elle en fait pas partie. Et enfin, troisième problème, l'investissement passif, ça pourrait créer des boucles autoréalisatrices, puisque la hausse continue des prix, elle attire de nouveaux investisseurs vers les ETF. Vu que voir des bonnes performances, ça excite tout le monde, ça donne de plus en plus envie d'investir, ce qui fait monter mécaniquement les prix encore plus haut. Et on pourrait aussi mentionner que la gestion passive est dominée par un nombre très limité d'énormes acteurs, comme Vanguard et BlackRock, qui posent la question de risque systémique s'il arrivait quelque chose à un de ces acteurs. Et d'ailleurs, il y a d'autres risques qui sont plus techniques que j'analyse dans cette vidéo que je te recommande. Alors qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Il me semble qu'effectivement, si le marché était détenu entièrement passivement, ce serait n'importe quoi. Et c'est bien ce à quoi Bogle il faisait référence quand il disait que ce serait le chaos. Et donc la première question que ça nous pose, c'est de savoir si le marché il est vraiment dominé par l'investissement passif, donc les fonds indiciels et ETF. Si on regarde les statistiques de l'Investment Company Institute, on voit qu'effectivement le poids des ETF domestiques a beaucoup augmenté dans la capitalisation boursière américaine. Mais que ça reste quand même bien limité. On a 18% de la capitalisation boursière américaine détenue par des fonds indiciels, donc qui sont vraiment passifs, qui achètent sans réfléchir aux fondamentaux ou aux valos. Ensuite, on a 12% de mutual funds actifs qui, eux, réfléchissent plus. Et puis 70% par d'autres investisseurs, ce qui inclut des investisseurs privés en direct, mais surtout des gros institutionnels comme des fonds de pension, des hedge funds, etc. Donc on voit bien que la part des ETF passifs, elle reste limitée. Il y a quand même des petites limites à ces chiffres. Déjà, malheureusement, il n'y a pas autant de data que ce que j'espérais. Cette analyse, c'est juste sur les États-Unis et pas sur le monde entier. Mais vu le poids du marché US, je pense que c'est assez représentatif pour moi des grandes masses au niveau mondial. Ensuite, c'est aussi un peu faussé par le fait que certains fonds actifs sont en fait pas si actifs. Ils achètent des actions qui se comportent comme l'indice et au final, leur fonds fait la même chose qu'un ETF passif, sauf qu'il te facture des frais d'actifs. Et enfin, dans les 70%, il y a aussi là du passif qui traîne. On peut pas vraiment faire la distinction. Donc c'est pas parfait comme segmentation. Je peux pas te donner un chiffre ultra précis et ferme, mais le consensus qu'on entend, c'est qu'entre 15 et 30% du marché serait détenu passivement, ce qui est pour moi carrément acceptable comme niveau parce que ça implique que la fixation des prix, elle continue d'être faite correctement vu qu'il y a toujours plein de gens qui analysent et achètent quand c'est pas cher ou vendent quand c'est trop cher, ce qui permet d'établir un bon prix de marché. Une très bonne preuve de l'efficacité du marché aujourd'hui, c'est que lorsque les entreprises publient leurs résultats, on continue d'avoir des mouvements massifs, des baisses ou des hausses de 10% pour certaines actions par exemple, ce qui montre que le marché, il intègre bien les nouvelles informations sur la performance des boîtes, qui serait pas le cas si tout le monde était réellement passif. Mais du coup, là, on est déjà passé de 0 à 15-30%. Si on continue comme ça, est-ce qu'à un moment, ce serait pas le chaos? Personnellement, je suis pas du tout inquiet pour ça. Je dors très bien. Imaginons qu'on atteigne 100% de gestion passive. Ça arrivera pas, mais imaginons-le. Dans cette situation, vu que tout le monde achèterait sans regarder, la fixation des prix serait incorrecte. Les cours seraient décorrélés de la vraie valeur des entreprises. Ça semble dangereux comme situation. Mais en fait, on n'en arriverait pas là parce que ça créerait des opportunités massives et très rentables qui attireront à nouveau les investisseurs actifs,
qui se diront qu'il y a moyen de se faire de l'argent en achetant si c'est trop bas ou en vendant si c'est trop haut. C'est ça le principe de l'investisseur actif. Il cherche des inefficiences, des endroits où il y a des différences entre le prix d'une action et sa valeur intrinsèque. Et en faisant ça, il permet donc à ce que les actions soient bien valorisées en fonction des informations disponibles. Un peu de théorie, c'est ce que disent Grossman et Stiglitz en 1980 dans un papier de recherche très célèbre où ils expliquent que c'est l'opportunité de faire de l'argent sur les écarts entre le prix et la valeur qui fait que des gens prennent le temps d'analyser parce que c'est rentable pour eux. Et donc si dans un marché des écarts apparaissent entre prix et valeur, ça créerait de nouveau des opportunités à exploiter et donc un nouvel intérêt à être actif. Clairement, les passifs ont besoin des actifs pour fixer les bons prix, mais il y aura toujours un minimum d'investisseurs actifs qui s'assurent que les actions sont valorisées intelligemment. Après, est-ce que malgré ça, les fonds passifs, ils ont quand même un petit impact sur la détermination des prix en bourse? Quand tu achètes ta part de TF MSCI World à un autre investisseur, tu payes la valeur par part. Et ça change rien du tout au nombre d'actions Microsoft, Apple ou autres que l'ETF détient, si c'est juste un échange de parts d'ETF entre deux personnes. Mais s'il y a beaucoup de demandes pour des parts de cet ETF, alors le gestionnaire ou un market maker, ils vont devoir créer de nouvelles parts en achetant les actions sous-jacentes, donc Microsoft, Apple, etc. Et à l'opposé, quand les gens vendent massivement leurs parts d'ETF, le gestionnaire il va détruire ses parts en revendant les actions sur le marché. Et donc on en revient au point précédent. Tant que les ETF ne détiennent pas tout le marché, et qu'il y a encore des gens qui sont actifs, il y a toujours ce jeu de l'offre et de la demande qui permet de déterminer les justes prix. Mais en revanche, je pense que l'attractivité de la bourse par rapport à d'autres classes d'actifs et les politiques monétaires expansionnistes type le quantitative easing font qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi en bourse en ce moment, ce qui fait effectivement augmenter les cours et diminuer les retours à attendre. Mais pour moi, c'est pas du tout une question d'ETF, c'est valable pour toutes les formes d'investissement en bourse, c'est juste qu'il y a de plus en plus d'argent dans l'économie. Et petit ajout, l'investissement en ETF, c'est pas nécessairement passif à 100%. Il y a plein de gens qui font un peu de market timing avec, c'est-à-dire qui vendent et achètent avec l'actualité ou avec leur analyse de la valorisation générale du S&P 500 ou MSCI World par exemple. En gros, qui utilise un produit passif mais avec un comportement qui est complètement actif, ce qui participe aussi à la fixation des prix du marché. Un dernier argument sur la bulle des ETF vient de Michael Green, entre autres, qui est un gestionnaire de portefeuille actif et un critique très agressif de l'investissement passif, qui explique que chaque euro qui entre dans un ETF, il crée de la demande pour des actions, par exemple Nvidia, et l'ETF a donc besoin d'un vendeur pour acheter cette action. Mais si une grande partie du marché investit passivement, alors les gens ne sont pas vendeurs. Et ça devient donc plus difficile de trouver un vendeur, et quand il y a beaucoup de demandes face à peu d'offres, le prix monte beaucoup, ce qui peut créer une spirale à la hausse. C'est un bon point, mais la question est de savoir si ce phénomène il est vraiment significatif. Encore une fois, je pense que c'est un effet très mineur et pas le moteur principal de fixation des prix des actions parce qu'il y a toujours des investisseurs actifs et que beaucoup de passifs et institutionnels font des rééquilibrages. Donc si les actions montent fortement, ils revendent leurs actions pour rééquilibrer leurs allocations. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est à toi de juger. En ce moment, il y a des risques qui pèsent sur la bourse, comme toujours d'ailleurs, avec la géopolitique et les incertitudes qui sont liées au retour sur investissement de l'IA. Mais pour moi, c'est pas lié au sujet des ETF. Personnellement, j'essaie de pas me prendre la tête sur ces sujets. J'ai un bon niveau de conviction dans les moteurs de long terme de l'économie et je sais qu'il va y avoir des variations pas faciles, mais j'investis à long terme. Donc je reste très confiant et je trouve que l'investissement passif, c'est excellent comme solution. D'un point de vue systémique, je pense que les ETF, c'est même plutôt positif parce que ça diminue la volatilité vu que les investisseurs passifs, ils sont moins réactifs aux news et aux performances des entreprises. Vu qu'ils ont plutôt tendance à conserver leur position en cas de baisse, ça réduit les risques de retrait massif en période de stress, ce qui est bon pour limiter la volatilité. Après, si tu crées une bulle, c'est un autre sujet. Là, tu peux toujours ajuster ton portefeuille. Tu peux, par exemple, ajouter de l'Europe ou des marchés émergents si tu trouves que la part des US et de la tech américaine est trop élevée. Ou tu peux simplement investir de manière moins risquée, avec moins d'actions et plus d'obligations une fois monétaire. Ce qui est moins risqué, mais aussi moins rémunérateur. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu vois d'autres critiques à ajouter. Et on en débat. A plus, camarades!